Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Médien TV. Aujourd'hui, je vous propose de parler de deux extrêmes de la pyramide des âges. Les enfants dans un petit moment avec Hajar Mejbal. On va parler de l'amitié chez les enfants. Bref, on va vous expliquer tout ça dans un petit moment. Mais pour l'heure, on va parler de gériatrie, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des personnes âgées au Maroc. Et bien justement, une population de plus en plus vieillissante. Avec moi, une grande spécialiste de la question au niveau national et international. C'est le professeur Mouna Ma'ammar. Comment ça va, professeur? Très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes spécialiste. On va faire court, mais la liste est longue. Hein. Donc, on va demander aux gens de tenir avec nous. Professeur Ma'ammar Mouna, vous êtes spécialiste de médecine interne et gériatrie. Vous êtes responsable du diplôme gériatrie à l'université Mohamed V de Rabat. Ça fait combien de temps qu'on enseigne la gériatrie au Maroc, professeur? Cela fait depuis 2006, D'accord, au niveau quand même. facultaire pour les étudiants de 6e année. Ok. Depuis, la spécialité a été reconnue par notre ministère de tutelle depuis 2007. Ok. Le diplôme universitaire depuis 2014 à la faculté de médecine de Rabat. Et nous avons des résidents en gériatrie maintenant depuis 2 ans de cela. Ok. Alors, je termine. Vous êtes également responsable de l'unité gériatrie aiguë à l'hôpital Ibn Sina de Rabat et membre de l'Observatoire national de gériatrie au Maroc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on monitorise la situation de la personne âgée au Maroc? La prise de compte, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Et effectivement, on ne veut pas ne pas parler de la personne âgée au jour d'aujourd'hui parce que notre pays vit une véritable mutation démographique qui s'est amorcée en fait de ça depuis pas mal d'années déjà. Depuis 2014, il y a eu un premier warning, entre guillemets, et finalement la réflexion autour de la personne âgée, elle est là depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années. Maintenant, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Il y a d'autres actions qui sont en train d'être menées pour effectivement, et on a vu les données du Haut Commissariat au Plan, qui a bien démontré que la transition est amorcée, mais que le vieillissement va s'accélérer. Si on a des chiffres, entre 2004 et 2021, en l'espace et 2014, pardon, on a augmenté l'effectif des personnes âgées de plus de 60 ans. Alors 60 ans, ce n'est pas la définition du sujet âgé. Ouais. De plus de 30%. Mais quand on voit les personnes de plus de 75 ans, on est à 1 600 000 en cette année. Et en 2030, c'est demain, c'est dans 8 ans, c'est très rapide. On aura un effectif de 2,6 millions de plus de 75 ans. Donc une augmentation de 40%. Donc la transition ne va que s'accélérer. La vitesse de transition et l'accélération du vieillissement et là est un fait, et pour lesquels justement les différentes institutions ont œuvré et œuvrent, et reste encore beaucoup à faire, bien évidemment. Donc en fait, moi, si je comprends bien, si je mets les données dans leur contexte, un diplôme universitaire donc, qui a été lancé en 2004, ensuite vous avez expliqué… En 2014. En 2014, pardon. Ouais. Ça veut dire que la prise de conscience date d'il y a longtemps. Tout à fait, et dans ce sens, je ne peux assez remercier mes maîtres qui ont été avant-gardistes. Parce que la Société marocaine de gériatrie existe depuis fort longtemps et que nous avons bénéficié, et ce grâce au ministère de la Santé, en collaboration avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris depuis 2001, d'une formation en gériatrie aiguë, avec donc des stages de 1 voire 2 ans, pour certains, notamment pour moi-même, et nous étions un certain nombre de médecins. À cette époque-là, nous étions 10. C'était extrêmement en deçà de la réalité des besoins. Et de ce fait, même si la spécialité a été reconnue, elle n'a pas eu beaucoup d'engouement. Et donc, nous avons mis les bouchées doubles pour mettre en place ce diplôme universitaire de gériatrie pour tous les médecins qui s'occupent d'une personne âgée. Donc, notamment que ce soit les médecins généralistes, bien évidemment, qui sont en première ligne, mais aussi les spécialistes. Et si vous voulez, depuis 2014, nous sommes à plus de 200 médecins qui font de la gériatrie, avec quand même des compétences qui permettent, parce que peut-être que c'est une question que vous avez très probablement posée. La gériatrie, c'est quoi et qu'est-ce que ça nécessite, justement? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand on parle de gériatrie, de la spécialité de la personne âgée, qui est la spécialité médicale, mais on peut parler de la gérontologie, où là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été œuvrées, dans le sens où un sujet âgé doit avoir en fait une prise en charge multimodale, multidisciplinaire, et puis pas forcément que médicale, notamment sociale, et on pourra y revenir dans quelques temps. Tout à fait. Alors, pour cela, en fait, cet engouement et cette formation nous a permis en fait d'avoir donc plus de 200 personnes, médecins, qui sont formés. Pourquoi? Parce qu'une personne âgée, en fait, on a 3 trajectoires de vieillissement, si vous le voulez. Nous avons le vieillissement que nous espérons pour tout le monde, le vieillissement dit réussi, qui lui
en bonne santé qui, lui, va peut-être intéresser 10 à 15% de la population âgée depuis 75 ans. Je reviens sur la définition. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de prévention aussi à travers les médias radio, dans les émissions de santé, etc., pour faire de la prévention. Ce n'est pas pour rien qu'on parle souvent de maladies, etc. Bien évidemment. Des fois, les gens se disent, mais pourquoi ils nous parlent de ça? Bien évidemment. Le matin, surtout le matin, on parle de ça parce qu'on construit, en fait, on aide le corps médical à construire une société en bonne santé. Tout à fait. Et la prévention, ça commence assez tôt, bien évidemment. Complètement. Alors, après cette première trajectoire qui est finalement celle qu'on espère pour tout le monde, nous avons une deuxième trajectoire qui est finalement le vieillissement usuel, le vieillissement où lequel une personne âgée va avoir 1, 2, 3 pathologies chroniques, mais qui ne vont pas l'handicaper, qui ne vont pas impacter son autonomie et sa qualité de vie, parce qu'il est très important de parler de qualité de vie à cet âge-ci. Et puis la troisième trajectoire, c'est celle qui va regrouper 30 à 45% de la population âgée, c'est celle où il y aura des problèmes médicaux, où il y aura de la fragilité, où il y aura de la dépendance. Parce qu'il y a quand même des maladies liées à l'âge et il y a de la fragilité qu'on aurait pu effectivement prévenir via la sensibilisation, via les mesures de prévention, que ce soit la dénutrition par exemple, que ce soit la déshydratation, que ce soit la chute qui peut donner lieu à des complications qui vont impliquer une perte d'autonomie à la suite. Alors, quel est le plus du gériatre en comparaison, on va dire, à la prise en charge classique et traditionnelle d'antan, à savoir, on a un médecin généraliste, un médecin de famille ou un spécialiste, de sa spécialité. Mais là, avec ce diplôme supplémentaire, cette compétence supplémentaire, cette approche spécifique, qu'est-ce que le patient gagne en plus? Et qu'est-ce qu'en tant que société, on peut gagner? Le gériatre sera formé à ces 3 trajectoires de vieillissement, aux différents syndromes de fragilité, aux mécanismes de vieillissement dit normal, et puis aura surtout dans l'esprit, de manière constante, dans l'exercice de sa fonction, un abord et un raisonnement gériatrique spécifique. Je vais vous donner un exemple assez concret. Vous avez une dame de 76 ans, parfaitement autonome, c'est du vécu, c'est du terrain, et qui, pour des raisons X, peut-être banales, peut-être un peu moins banales, va tomber. Dans le pire des cas, il y aura une fracture du col. Cette fracture du col va être opérée dans l'urgence. Cela va donner lieu à de la confusion. Cela va donner lieu à de la perte d'autonomie et peut-être d'autres complications. Au meilleur des cas, il n'y aurait pas de fracture. La personne va tomber, on va la relever, mais de peur de retomber, va elle-même réduire son activité journalière et son autonomie. D'accord. Et l'impact de tout cela, les conséquences de tout cela, ça va être la fonte musculaire, ça va être la sarcopénie, qui est un stade assez avancé de la dénutrition et qui va engendrer une perte d'autonomie. D'accord. Ce sont des choses assez classiques, entre guillemets, relativement fréquentes, que nous vivons, chacun de nous, dans notre milieu familial ou médical pour les soignants. Et pourtant, si on ne met pas en place les mesures, si on ne met pas en place ce que nous appelons une évaluation gériatrique, qui est le mot d'ordre dans la prévention des maladies du sujet âgé, eh bien, on aura ce genre d'événements qui peut-être vont se répéter et donner lieu à une perte d'autonomie. Et donc le gériatre est sensibilisé à cela? Bien évidemment. À côté de cette particularité, il y a aussi la prise en charge transversale. On sait qu'en moyenne, on est à 3 à 5 maladies chroniques à partir de 75 ans, notamment l'hypertension artérielle, notamment le diabète, notamment certains troubles neurodégénératifs qui n'ont pas été dépistés, par exemple, et puis d'autres maladies sous-jacentes. Et il y a des médicaments qui sont pris. Et on sait que le métabolisme d'une personne âgée est différent d'une personne plus jeune. On sait que l'élimination des médicaments ne sera pas la même que chez un sujet plus jeune. Et du coup, les conséquences engendrées par rapport à cette polymédication sera quoi? Sera les événements secondaires des médicaments, sur les reins, la iatrogénie. Ouais. Et puis les interférences, ne les oublions pas. Donc tout cela fait que la prise en charge, la formation est très importante. Et surtout, une formation qui soit aussi dans le terrain et dans la pratique. Alors il nous reste 2 minutes pour conclure. Moi, j'aimerais votre évaluation, professeur Ma'amar Mouna, de la situation de la gériatrie aujourd'hui, en 2022 au Maroc. En 2022, eu égard aux différents chiffres qui ont été avancés par le Haut Commissariat au Plan, notamment
par rapport au rapport qui a été élaboré par l'Observatoire national des personnes âgées, qui a été quand même créé en 2016 et qui est quand même un observatoire qui est représenté par 15 membres, dont 7 membres gouvernementaux. Il y a eu des rapports, il y a eu des warnings et il y a des mises en place d'actions. Il y a bien évidemment la formation en gériatrie, il y a la spécialité en gériatrie, il y a la formation du paramédical, que ce soit dans les instituts des infirmiers polyvalents, il y a la formation des orthophonistes, il y a la formation des psychomoteurs et il y a aussi le volet social. Et dans le volet social, il y a l'Observatoire national qui fait beaucoup, et notamment le ministère de la Solidarité et bien évidemment le ministère de la Santé. Donc la généralisation du régime des retraites, la mise en place des aides à domicile via la formation dont je viens de vous parler et qui est maintenant mise en place depuis 3 ans de cela, fait qu'il y a quand même une prise de conscience assez claire. Nous avons une société savante, qui est la Société marocaine de gériatrie, qui va signer dans les jours à venir avec le ministère de la Santé via le service de réhabilitation et de la gériatrie une convention pour la formation continue des médecins généralistes qui, à côté du diplôme universitaire, il faut savoir qu'il y a des congrès de médecine générale, pour ne citer que quelques, pour ne pas en oublier d'autres, quelques-uns, je ne vais pas les citer, mais nous avons une formation continue en gériatrie et avec cela, c'est la création des services de gériatrie. Nous avons l'unité de gériatrie avec l'équipe mobile de gériatrie à Rabat et puis nous avons l'honneur d'avoir le nouvel hôpital, Inch'Allah, où il y aura un service de gériatrie, un service de soins de suite et un hôpital de jour de gériatrie. Professeur Mouna Ma'ama, spécialiste en médecine interne et en gériatrie, merci infiniment d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. On reste ensemble sur Média TV, on enchaîne tout de suite, comme je vous l'ai promis, l'autre extrême de la pyramide des âges. On va parler des enfants. Se faire des amis, si c'est compliqué pour eux, eh bien, des explications tout de suite. Et comme promis, après le 3e âge, eh bien, on retourne en enfance tout de suite. Avec vous, Hajar Majbar. Comment ça va, Hajar? Très bien, merci. Un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Vous êtes consultante coach en parentalité et avec vous, ce sujet qui concerne beaucoup de parents qui ne savent pas trop comment aider les enfants ou s'il faut les aider ou pas à se faire des amis. Justement, première question, est-ce qu'on doit aider nos enfants à se faire des amis, Hajar, ou bien on doit les laisser, on va dire, découvrir et sociabiliser tout seuls? Alors, oui et non. Donc, oui, quand ils demandent et quand ils commencent à réclamer, moi, j'ai pas d'amis, personne ne veut jouer avec moi, personne ne m'invite aux anniversaires et je me sens seule. Donc, oui, là, il faudrait les aider et les accompagner pour avoir des amis et pour vivre en communauté. Quand l'enfant ne réclame pas, selon son tempérament, selon sa manière de vivre, j'ai envie de dire, on ne force pas. Donc, on ne va pas l'inviter à aller voir les autres, mais plutôt respecter sa solitude et son caractère et tempérament, qui ne veut pas s'adapter, il ne veut pas partir voir les autres et être dans son petit coin. Et donc tout dépend de l'âge de l'enfant déjà. Qu'est-ce qu'on veut dire par avoir des amis? Des amis, absolument. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut dire aussi par personne ne veut être mon ami, je n'ai pas d'amis? Aussi, voilà. Quand l'enfant dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, c'est le parent qui réagit d'une manière personnelle. Il dramatise la situation et il théâtralise. Ah, mais pourquoi ils ne veulent pas être ton ami? Toi, tu es gentil, déjà l'étiquette. Moi, j'aimerais bien avoir un ami comme toi. Avant de commencer à donner des conseils, écoutez l'enfant. Être à l'écoute empathique, vraiment une écoute active et accueillir ses émotions. Et quand personne ne joue avec toi, comment tu te sens? Ça doit être frustrant. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu sens... Voilà, donc accueillir les émotions de l'enfant, voilà, pour pouvoir l'accompagner et l'aider à extérioriser. Donc, une fois l'émotion accueillie et verbalisée, on va lui dire « Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir un ami? Quelles sont les choses que toi, en tant qu'enfant, tu aimerais que les autres fassent pour devenir leur ami ?» Et à ce moment-là, on va l'aider à trouver quels sont le partage, donc la notion de partage, de cohésion, de respect de l'autre. En général, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, entre 0 jusqu'à 6 ans, il est dans une phase qu'on appelle la petite enfance. Il est en phase de conscience de soi. Il n'a pas encore envie de partager avec les enfants. Il n'a pas encore envie de jouer avec les autres, mais plutôt de créer une personnalité, une connexion avec soi-même. Le parent, vers l'âge de 2-3 ans, quand l'enfant commence à partir soit à la crèche, à l'école, on va l'emmener le parc, par exemple, faire des petites sorties. On va l'inviter, le forcer, va jouer avec le petit garçon.
va faire le toboggan avec lui. L'enfant, à ce moment-là, il a cette angoisse. Partage tes jouets. Partage tes jouets. Joue avec, partage ton ballon, partage tes jouets. Tout à fait. Et l'enfant, à ce moment-là, il a toujours cette angoisse. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas un cadre confiant et sécurisant avec cette personne. Même si ses parents sont à côté? Même si ses parents sont à côté. Même si l'autre personne, c'est un enfant? Oui, tout à fait. L'enfant passe par différentes étapes, que ce soit le jeu solitaire, c'est-à-dire même à côté des enfants, il va vouloir jouer tout seul, il ne va pas vouloir partager. Après, on va trouver le jeu parallèle. Il va être là, il va partager, mais sans pour autant créer une connexion avec l'autre. Et donc, en observant... Donc, c'est normal, c'est des étapes de développement. C'est très normal. À l'âge de 4 ans et 5 ans, l'enfant va refuser catégoriquement de partager le jouet. Et l'erreur à ne pas commettre en tant que parent, surtout quand c'est de la famille, c'est le petit cousin ou bien la cousine ou bien même la sœur du petit garçon, on va lui dire « c'est ton frère ». Partage avec lui. C'est ta sœur, tu dois partager. C'est ta cousine. C'est ta cousine. On est vraiment embarrassé quand quelqu'un vient chez nous et l'enfant ne veut pas partager et on va le forcer. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant va consolider cette croyance de finalement moi en eux-mêmes que si je partage avec l'autre. Et donc le partage devra être naturel. Après 6 ans, généralement, l'enfant va développer ses compétences sociales si toutefois on l'a aidé pendant toute la petite enfance à développer ses compétences. Ça veut dire quoi, justement? Voilà. Puisque ce n'est pas forcément l'aider à se faire des amis. Il ne faut pas, vous le dites, avant 6 ans. Il faut laisser... Mais avant 6 ans, est-ce qu'on parle d'égoïsme? Pas d'égoïsme, justement, non. C'est la construction de personnalité et selon le tempérament. Avant de se demander en tant que parent comment l'aider à avoir des amis vers l'âge de 5-6 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, on va lui transmettre quelles sont les compétences sociales et affectives pour permettre à l'enfant de se construire tout seul et avoir cette capacité, cette habilité d'aller vers l'autre. Okay. Comment on va faire? Déjà dès le jeune âge, comme j'ai dit, à partir de 1 an et demi, l'enfant va commencer à vouloir tout prendre à la maison, à ne pas attendre le tour, se brosser les dents, se laver les mains. Il va essayer de faire tout le premier. Et donc le parent, à ce moment-là, il va l'aider à connaître c'est quoi attendre son tour. Viens, on va le faire ensemble. Est-ce que tu veux commencer ou c'est à moi de commencer? Viens, je vais t'observer faire. Comme on a dit lors d'un dernier épisode, c'était par rapport à l'autonomie. Et donc l'autonomie, c'est pas seulement l'autonomie physique, mais aussi l'autonomie émotionnelle. Et donc on va l'aider à attendre son tour, à accepter les émotions de l'autre. En général, pourquoi l'enfant n'a pas d'amis? Soit parce qu'il se met facilement en colère. Ça, c'est après 6 ans. Voilà. Entre 4 et 6, donc toute cette période va déterminer, si on veut dire, les relations avec les enfants. Donc, il va se mettre facilement en colère. Il ne va pas vouloir partager, comme on a dit tout à l'heure. Il va être limite, comme tu as dit tout à l'heure, égoïste. Exactement. Voilà. Notre terminologie à nous, les adultes. Et donc, l'expression des émotions et permettre à l'enfant d'exprimer correctement et de gérer et maîtriser ses émotions va lui permettre d'avoir cette compétence et cette facilité d'entretenir des relations par la suite. Et donc, Mais parfois, les parents, pardon de vous interrompre, Haja, parfois en tant que parent, on peut être jaloux d'autres enfants qui ont le même âge que les nôtres et qui sont, eux, par contre, en communauté, en groupe, qui n'ont pas de mal à jouer avec les autres, qui n'ont pas de mal à partager avec les autres. Est-ce que les parents vous disent ça souvent? Oui, et la réponse est très simple. Déjà, il y a 2 réponses. La première, c'est qu'il ne faut jamais comparer son enfant à un autre, même avec son frère ou sa sœur, même dans la fratrie, chaque enfant est différent. Et la deuxième des choses, chaque enfant est unique selon le tempérament. Alors, pour le tempérament, il y a différents traits qui caractérisent le tempérament de chaque personne. Ce n'est pas la personnalité, mais c'est le tempérament. D'ailleurs, on dit que dans la fratrie, l'aîné est très sociable, par exemple, alors que le cadet ou le benjamin ne veut pas partir ou bien avoir des relations. Parmi les traits de tempérament d'un enfant, et de toute personne d'ailleurs, c'est l'adaptabilité au changement. C'est comment on fait face au changement, que ce soit de l'environnement, des personnes. Et si on observe l'enfant, et on regarde et on observe justement qu'il n'aime pas beaucoup de situations qui changent et qui partent finalement en dehors de son cadre, de sa routine, il ne faut pas l'obliger, il faudra respecter et choisir des personnes et l'aider à trouver des personnes dans le même tempérament. Un enfant qui ne veut pas partager, ce n'est pas parce qu'il est égoïste ou parce qu'il ne veut pas, tout simplement, il le fait exprès, mais parce que c'est un enfant qui a par exemple un niveau de concentration très élevé, qui veut se concentrer sur un seul jouet, alors que les autres vont le perturber. Donc quand on arrive à déterminer, selon l'observation de chaque enfant, les traits de tempérament de mon enfant, justement, je vais pouvoir l'accompagner.
Et pour continuer sur les compétences sociales Exact. et affectives, et donc l'idée c'est de commencer de 0 à 6 ans pour aider l'enfant à communiquer d'une manière positive, à accepter l'autre, à avoir une relation de respect et d'harmonie avec l'autre, et ça commence à la maison. Donc être l'exemple. Quand l'enfant ne veut pas partager, je ne vais pas crier, je vais lui montrer que oui, je me sens frustrée, je me sens triste, mais je l'aime. En tant qu'adulte. En tant qu'adulte. Quand l'enfant, par exemple, parle d'une manière colérique, je ne vais pas répondre de la même chose, mais je vais lui apprendre que la colère est respectable, mais quand on parle de cette manière, l'autre se sent agacé. Et ça peut créer... Quand l'enfant est trop pressé, Oui. et qu'il ne veut pas attendre son tour, il refuse d'attendre son... C'est qu'on a beau répéter à cet enfant, attends, apprends à respecter les autres, attends ton tour. Quand tu vois les autres parler ou faire quelque chose, attends ton tour, demande la permission de parler. Oui. Cet enfant est constamment pressé. Alors c'est le niveau d'activité qui est le premier trait de tempérament. C'est un enfant qui va être débordant d'énergie, c'est un enfant qui va vouloir découvrir, c'est un enfant curieux. Quand l'enfant, c'est souvent ce qui se passe avec les parents, on est en train de discuter, et l'enfant, maman, regarde. Ouais. Voilà. Alors à ce moment-là, l'enfant attire l'attention, il veut nous montrer quelque chose. La première chose à faire, c'est créer un contact visuel et lui dire « je t'écoute, je t'entends, attends un petit moment que je termine avec la dame, ou bien avec papa, ou bien avec les autres ». Donc à ce moment-là, l'enfant va être frustré, certes, mais il va avoir inconsciemment cette notion de respecter le tour et respecter les autres. Il ne va pas respecter le premier jour, le deuxième jour, mais à force de garder notre calme, à force de répéter la même chose, la répétition est un élément clé de l'éducation bienveillante. L'enfant ne peut pas acquérir les compétences dès le premier jour. C'est un long chemin. De patience. De patience. C'est vraiment des objectifs sur le long terme, sur 10, 20 ans. Aujourd'hui, il va nous interrompre, mais je suis consciente et convaincue que dans 10 ans, par exemple, ou bien dans 20 ans... C'est beaucoup. Ouais, il sera là, il va nous écouter, ouais. Il ne va pas nous interrompre. Donc en fait, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous écoute enfant, mais à ce qu'il nous écoute adulte. Mais à l'âge de 7 ans, vers l'âge de 7 ans, quand le raisonnement commence à avoir... Ça devrait se calmer. Voilà, ça commence à se calmer. Mais il y a de l'espoir alors. Oui, il y a toujours de l'espoir avec les enfants. Alors, en préparant l'émission, une maman m'a dit, moi j'ai 2 enfants, pratiquement le même âge, l'un écoute, partage avec son frère et l'autre ne veut pas partager. J'ai peur que celui qui partage se sente au bout d'un moment lésé par son frère. Déjà, il y a 2 frères, ouais. Donc il y a une différence d'âge et pas forcément dans la même étape de développement. C'est vrai. Ils ont 2 ans d'écart. Alors, par exemple, un à 4 ans et l'autre à 6 ans. Justement, donc 4, il est toujours dans la conscience de soi, dans la construction de la personnalité et l'affirmation de soi. Moi, je ne veux pas partager. Moi, c'est mes jouets. Et donc, c'est vraiment un périmètre à ne pas franchir. Par contre, l'autre à 6 ans, il va être plutôt dans 6-12 ans. C'est l'enfance, ce n'est plus la petite enfance, mais l'enfance, c'est une période qu'on appelle de consolidation des acquis. Donc, toutes les compétences qu'il a acquises en 0-6, il va les consolider. C'est une expérience différente pour lui, donc il va partager. Et le partage, vraiment, on le nourrit en famille. On le nourrit nous-mêmes, en tant que parents, avec les enfants, en partageant, en étant l'exemple de partage. Et vraiment... Je me rappelle très bien qu'on ne se partageait pas les choses avec mes sœurs, mais petit à petit, on n'a jamais été punis ou bien grondés pour ça. Mais là, on se partage tout vraiment. Ouais. C'est ça, il faut vraiment avoir une réaction, je dirais, une réaction positive et bienveillante pour transmettre le message correctement. C'est ça. Et elle disait, j'ai peur qu'à force de dire aux petits, partage avec ton frère, regarde ce qu'il fait avec toi, mais là, vous dites, il ne faut pas. Non, ça crée des rivalités, justement. La comparaison va créer la rivalité et va consolider cette croyance. On ne sait pas pourquoi l'enfant ne veut pas partager, juste par exemple pour prendre la revanche, pour être dans un jeu de pouvoir avec ses parents ou bien avec son frère aîné, parce qu'il se sent... c'est lui peut-être qui se sent délaissé à la maison, il ne veut pas donner à son frère. Donc vraiment, c'est toute une croyance derrière. Et l'idée, c'est de ne pas forcer l'enfant. Mais d'encourager celui qui partage. D'encourager, exactement, et de rappeler les efforts de l'autre. Donc l'encouragement est nécessaire, même pour le Benjamin, voilà, le plus petit. Quand il partage, qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'on traque toujours le négatif. On ne voit que les fois où il ne partage pas. Pas toutes les fois où il a pu être positif. Par contre, quand il partage, pour nous, c'est normal. Alors qu'en partageant avec les autres, on peut lui dire,
Regarde, tu as partagé avec ton frère, il est heureux, il est content. Regarde comment vous jouez ensemble. Vraiment, encourager les efforts et rappeler les bonnes choses que l'enfant fait. Hajar Mejbar, merci infiniment d'avoir été mon invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien et du précédent aussi sur notre site mediantv.com. Au revoir, merci.